Merci de votre présence ici à l'Institut Imagine pour donc un colloque international sur le projet, c'est le colloque de clôture du projet ANR Covid Ethics. Donc je vais vous en parler un petit peu de ce colloque, de me présenter d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Léo Coutelec, je suis maître de conférence en éthique et en épistémologie à l'Université Paris-Saclay. Je dirige une équipe de recherche en éthique et en épistémologie en coopération avec l'INSERM et l'Université Paris-Saclay. Et donc avec mon collègue Clément Tarantini, nous avons monté ce colloque qui est à la fois une façon de faire état des travaux qui ont été menés dans le cadre de l'ANR, mais aussi d'ouvrir à des interventions extérieures qui ont traité du sujet qui était le nôtre pendant cette année et demie, à savoir l'idée de mettre au travail le concept d'éthique lorsqu'il est confronté à des situations imprévisibles, et notamment la situation imprévisible qui a été la nôtre ces 2 dernières années. Imprévisible, alors on pourrait en discuter, parce que c'était finalement assez prévisible, mais en tout cas, la manifestation, l'intensité, la façon dont la pandémie du Covid-19 nous a frappés, à bousculer les structures, à bousculer les métiers, à bousculer les habitudes, à bousculer aussi nos quotidiens. Et dans ce travail-là, dans ce travail on va dire d'analyse, de retour d'expérience de ce que la pandémie Covid-19 a fait bouger dans les structures, dans les institutions, dans les métiers, dans nos quotidiens, nous avons voulu étudier comment l'éthique se positionnait, comment l'éthique émergeait d'une part, sous quelle convocation l'éthique était-elle présente par exemple dans un service, quel rôle l'éthique a joué pour répondre à une partie de cet imprévisible qui a été la crise du Covid-19, et enfin, voilà, qu'est-ce que l'éthique a permis de faire bouger dans les pratiques. Et nous avons à cet égard fait plusieurs hypothèses de recherche à différents niveaux, dont on va vous présenter ce matin et aujourd'hui quelques-uns des résultats. L'idée de base de notre projet de recherche, c'était de dire que, parce qu'on l'a vu assez rapidement, puisqu'on a répondu à l'appel à projet de l'ANR en mars 2020, mars-avril 2020, donc au tout début de la crise, mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que l'éthique telle qu'elle était convoquée alors dans la pratique, notamment hospitalière, mais pas que, aussi dans le médico-social, aussi au niveau des institutions politiques, publiques, l'éthique était convoquée d'une façon un peu différente de ce que l'on connaissait habituellement, non pas tant pour arbitrer du point de vue des principes ou des valeurs préalablement établies dans la discussion publique, mais venait être une sorte d'instrument pour régler des pratiques. Et on a vu que l'éthique ici changeait un petit peu de place, de rôle, non pas un arbitrage un peu par l'eau, hors sol, mais une sorte d'outil pour la pratique, pour aider les acteurs à faire face à des situations qui leur étaient pour la plupart inédites. Et donc, nous avons conceptualisé ici des hypothèses selon lesquelles l'éthique se fabriquait en situation. Alors, ce n'est pas des hypothèses complètement originales. Dans la littérature, en philosophie morale, ces hypothèses coexistent avec celles d'une éthique des principes théoriques. Mais en tout cas, là, on a voulu les mettre au travail et on a lancé des observations, des enquêtes. Clément va faire état d'une des enquêtes de ce projet. Paul Lou et Anne-Caroline ensuite vont faire état d'une autre. On a voulu mettre en place très rapidement des outils d'observation, notamment avec l'espace éthique, qui a mis en place un observatoire éthique, sciences et société autour du Covid-19. Et puis des enquêtes de terrain ethnographiques pour essayer de recueillir des paroles, recueillir des pratiques, recueillir finalement des expériences pour essayer de comprendre comment l'éthique s'était fabriquée pendant cette crise. Et si notre hypothèse de départ, selon laquelle l'éthique n'est pas tant un arbitrage axiologique, mais plutôt un réglage de pratique, ou en tout cas elle est les deux en même temps et parfois de façon conflictuelle, si cette hypothèse de départ se vérifiait et si on pouvait l'explorer. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour faire ça. Et l'un d'eux va vous être présenté ici, les résultats par Clément, à qui je laisse la parole, et je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter la journée. Comme disait Léo,
Ce colloque qui vient donc clôturer le projet ANR Covid Ethics, au sein duquel donc j'ai eu la chance de réaliser une recherche en anthropologie et en tant que postdoctorant. Une recherche qui porte donc sur cette fabrique de l'éthique dans des services de réanimation et de maladies infectieuses durant cette crise du Covid-19. Et une recherche qui repose donc sur une enquête ethnographique qui mêle entretien semi-directif et observation participante. Et les réflexions que nous avons menées, elles ont donc porté sur les enjeux et dilemmes éthiques qui ont émergé durant cette crise, dans le cadre de ces services de maladies infectieuses et de réanimation, donc au regard des pratiques de soins principalement. Et on a cherché donc à saisir la construction des ajustements éthiques et des réponses apportées par ces acteurs du soin, donc principalement infirmières, aides-soignantes, médecins, mais aussi cadres de santé ou agents hospitaliers. Et d'une certaine manière, on a donc essayé de rendre compte des façons dont cette fabrique de l'éthique, elle est mise à l'épreuve par ce contexte de crise et d'incertitude, avec cette idée, cette hypothèse, si on veut, que ce contexte singulier, marqué donc par une forte incertitude, il engendre, ou peut-être il renforce et il catalyse des expériences singulières au niveau individuel, au niveau des acteurs sociaux, mais aussi au niveau des collectifs, et des expériences singulières qu'on pourrait appeler donc des expériences éthiques. Donc cette notion d'expérience, et plus précisément cette notion d'expérience éthique, elle a donc constitué en quelque sorte le centre de gravité des réflexions qu'on a engagées dans cette recherche. Et elle constituait donc aux prémices de cette recherche un concept souple, on pourrait dire, avec une certaine plasticité et qui devait guider un petit peu notre regard anthropologique et philosophique. Autrement dit, c'était une piste qu'il fallait explorer et c'était une notion à construire à partir de ce matériau de l'enquête ethnographique qu'on a donc menée dans ces services. Et pour cela, il nous fallait saisir donc la matière de cette expérience, pour reprendre là une formulation du philosophe John Dewey. John Dewey qui tient assez logiquement une place importante dans ce travail, puisqu'il fut en effet l'un des grands théoriciens donc, de l'expérience, et qui en fait notamment un concept qui ouvre une voie, si on peut dire, pour s'affranchir des grands dualismes qui structurent notre pensée contemporaine, en tout cas notre pensée, c'est-à-dire le dualisme entre la théorie et la pratique, le corps et l'esprit, la raison et le sensible, finalement, en quelque sorte, les idées envers et contre leur réalité incarnée, on pourrait dire. Alors la matière de cette expérience, qu'est-ce que ce serait ? Alors dans un sens premier, si on veut, en quelque sorte, en se plaçant là du point de vue de l'environnement extérieur qui participe de l'expérience et qui la façonne, on pourrait par exemple dire que cette matière, c'est la matière des housses mortuaires, les housses mortuaires en plastique dans lesquelles les soignants devaient placer les patients immédiatement après leur décès et avant la visite des proches. Alors je dis les housses parce qu'au début de cette crise, les patients décédés devaient être recouverts de 2 housses mortuaires de ce genre-là. Donc cette matière plastique, infirmières et aides-soignantes, elles se sont efforcées de les camoufler, de les recouvrir, afin justement que les familles elles n'éprouvent pas de malaise à son contact lorsqu'elles venaient rendre visite à leurs proches décédés. Parce que pour ces soignantes, le plastique sur un cadavre et le contact avec ce plastique, il peut donner le sentiment de réduire le patient décédé à un corps inanimé, si ce n'est à un amas de chair, et en somme donc à le déshumaniser. Un presque rien donc. Mais il s'agit bien là d'un acte en direction des familles dans des conditions où les rituels et les protocoles funéraires, mais aussi l'accès aux visites sont fortement bouleversés. Un acte finalement comme un ajustement éthique, en situation, dans des conditions dont on estime qu'elles portent atteinte donc à la dignité des morts, des patients décédés et au deuil des familles également. Mais on peut aussi penser cette matière de l'expérience donc du point de vue des différentes acceptions et définitions de l'expérience. C'est-à-dire l'expérience comme événement vécu et situation éprouvée, mais aussi l'expérience comme cumulation et capitalisation de savoir et savoir-faire, on dit de quelqu'un qui a de l'expérience, ou enfin l'expérience comme expérimentation. Et on retrouve alors la dialectique entre passé, présent et futur, dans la façon finalement dont une épreuve en situation, dans le temps présent, va mobiliser des mémoires individuelles et collectives pour ouvrir des champs du possible, et notamment pour ouvrir des champs du possible par la pratique de l'expérimentation. Et enfin, cette matière de l'expérience, elle peut aussi se référer aux différentes dimensions, aux différents registres que mobilisent et qui mobilisent donc ces acteurs et ces collectifs sociaux, comme le sensible, l'affect, la réflexivité, la rationalité, le symbolique, etc. Mais l'expérience éthique, elle se donne aussi à comprendre à partir d'autres notions, en quelque sorte des notions satellites et complémentaires, qui sont venues nourrir notre définition des contours de cette expérience éthique, comme par exemple la notion de prise qui a émergé dans cette enquête et qu'on reprend là à la sociologie pragmatiste de Château-Renaud, Bessy et aussi Nicolas Daudier. La notion de prise qui s'inscrit donc là comme une alternative à la preuve dans un contexte où celles-ci viennent à manquer. Ou encore comme la notion d'essai qui s'impose dans cette crise comme une nouvelle figure de l'agir soignant.
Alors, je vais prendre un exemple justement issu de cette enquête pour illustrer un petit peu mes propos. Suite à la première étude donc, qui a été mise en avant par l'IHU de Marseille au sujet donc, de l'hydroxychloroquine et qui a suscité donc, cette forte controverse pendant les premiers mois de la pandémie, donc, certaines équipes médicales que j'ai enquêtées, elles ont décidé de reproduire cette étude dans leur service, avec les mêmes biais méthodologiques pour tester ce traitement et finalement pour éprouver les résultats dont avait fait part l'IHU dans son article. Pourtant, les équipes qui font ça, elles sont formelles. Cette étude de l'IHU, elle ne fournit aucune preuve de l'efficacité de ce traitement. C'est le discours des médecins qui reproduisent cette étude dans leur service. Et c'est bien sûr pour cela qu'ils vont construire cette pratique expérimentative de reproduction de cette étude. Et donc, dans ce cas-là, l'étude et les résultats de l'IHU, à défaut de faire preuve, on a pensé avec les prises. Donc, ils font prise, c'est-à-dire qu'ils permettent finalement à ces équipes d'avancer dans leur prise en charge par tâtonnement, d'une certaine façon, dans un contexte où aucun traitement n'a fourni les preuves de son efficacité. Finalement, les résultats produits dans ces services, ils ne vont pas aller dans le sens de l'IHU, ils vont être contraires aux résultats fournis par l'IHU, en tout cas mis en avant par l'IHU, et dès lors, l'hydroxychloroquine, elle va être écartée de la prise en charge de ces équipes médicales. Mais bien sûr, si les résultats ils avaient été dans le sens de l'IHU, alors cette prise, elle n'aurait pas suffi. Ça ne veut pas dire que parce que les résultats auraient été dans le sens de l'IHU, que ces équipes, elles auraient intégré l'hydroxychloroquine dans leur prise en charge. Il aurait fallu alors pour ces équipes s'engager dans une quête de preuves. Une quête de preuves qui aurait nécessairement mobilisé des protocoles plus rigoureux, mais aussi donc bien sûr plus contraignants, plus chronophages, avec des délais beaucoup plus longs pour les résultats. Donc ces prises, on a considéré qu'elles s'inscrivaient dans un régime transitoire et qu'elles émergeaient dans ces contextes d'incertitude, ici charriés donc par cette pandémie. Mais surtout, ce qui nous a intéressé, c'est que cette prise ici, c'est un appui de l'action qui répond donc à des enjeux éthiques, comment prendre en charge, comment soigner et surtout avec quoi soigner, quoi proposer en l'absence de traitement jugé probant. En effet, il est indispensable pour ces équipes de prendre des risques et de s'engager avec des traitements, même s'ils n'ont pas encore fourni de preuves de leur efficacité. Donc, comme le disaient beaucoup de soignants, il fallait tout essayer. Donc là, je reprends des verbatims. Il fallait tout essayer. On se dit autant essayer, ou encore au moins on aura tout essayé. Et de là a donc émergé une autre notion qui a attiré notre attention dans cette recherche, c'est la notion d'essai. En effet, donc loin des standards des essais cliniques et des essais cliniques randomisés, on est là face à des essais qui relèvent davantage de formes de bricolage que de protocoles rigoureux. D'ailleurs, l'hydroxychloroquine n'est pas le seul traitement qui a fait l'objet de ce type d'essai. On peut aussi parler du Kaletra ou du Remdesivir ou encore de l'intubation précoce des patients. Donc chaque fois, on essaye, puis on ajuste en fonction justement donc, de ces prises qui vont être produites par ces essais. Donc il y a un effet de mise en mouvement des prises et des essais et de réciprocité dans leur production. Mais ce qui nous a intéressé aussi sont donc les garants éthiques qui ont supporté justement ces essais. En effet, on n'essaye pas n'importe quoi et n'importe comment. L'essai, il est en quelque sorte borné, en tout cas d'un côté, puisqu'il trouve sa légitimation dans l'expérience capitalisée d'une molécule au niveau individuel ou collectif, et qui va donc garantir aux acteurs de contrôler les effets délétères éventuels des molécules utilisées. Par exemple, l'hydroxychloroquine est une molécule bien connue des services de maladies infectieuses, mais aussi une molécule qui n'effraie pas vraiment les réanimateurs, qui, eux, ont l'habitude de jongler, comme on me le dira, quotidiennement avec des molécules qui sont bien plus toxiques, et ça quotidiennement. Ou encore le Kaletra, qui est une molécule, encore une fois, bien connue des services de maladies infectieuses, puisqu'elle est utilisée dans la prise en charge des patients séropositifs. Ainsi, si ces essais ne produisent pas des preuves, en faisant prise, néanmoins, ils laissent entrevoir un espace des possibles. Un espace des possibles dont l'émergence n'est justement possible qu'à la seule condition que soit évacuée la possibilité de nuire aux patients. Le primum non nocere comme fondement éthique de la pratique médicale. L'essai et la prise y répondent donc à des situations d'incertitude qui confrontent les soignants à des enjeux éthiques. Ils sont à ce titre des composantes de l'expérience éthique en tant que pratique, qui vont guider ce qu'on appellera donc une enquête éthique, à la suite, encore une fois, des propositions du philosophe John Dewey, pour qui l'enquête éthique est finalement un autre nom pour qualifier une expérience réflexive orientée sur la résolution d'un problème éthique rencontré dans une situation d'incertitude. Alors le temps manque ici pour parler plus longuement des expériences éthiques relatives aux situations de fin de vie, une autre thématique qui est assez importante aussi dans les résultats de cette recherche. Je vais en dire juste deux mots toutefois. Ces situations, elles sont intéressantes parce qu'elles témoignent de la part sensible de ces expériences, notamment dans la façon dont la mort de sujets particulièrement jeunes
alors qu'on dit justement que cette maladie ne touche pas ou très très peu des patients jeunes en bonne santé, ou au contraire aussi, elle va mobiliser l'affect et le sensible dans la façon dont elle va produire des rémissions qui sont finalement assez soudaines et inattendues, des rémissions de patients dont on disait presque qu'il avait un pied dans la tombe, là encore pour reprendre des verbatims. Et donc tout ça, ça va venir marquer les mémoires individuelles et collectives, ça va venir en quelque sorte construire une communauté affective qui va redessiner les contours de l'éthique de la fin de vie et brouiller un peu plus les frontières de l'obstination déraisonnable pour ces personnels soignants, médecins, infirmières et aides-soignantes. Voilà, donc l'expérience éthique finalement comme une épreuve réflexive, sensible et incarnée, qui viendrait confronter directement les acteurs du soin et les collectifs aux conditions et aux limites éthiques du soin. Ce qui les amène à s'engager dans des processus d'innovation et de bricolage pour s'orienter, ou plus précisément pour réorienter leur pratique de soins quand l'incertitude vient en de nombreux endroits et à de nombreux instants obscurcir les repères éthiques et leur ancrage ordinaire. Il s'agit alors pour ces acteurs et ces collectifs, dans une situation de manque de connaissances sur la maladie, sur ses traitements, et en l'absence au moins partielle de preuves et de standards, de normes, de recommandations, d'interroger, si ce n'est de recomposer donc, le soin dans ses pratiques avec ses conditions et ses garants éthiques. Voilà pour la brève présentation de cette recherche. Je vous remercie de votre attention. Pour ce résumé du coup d'une recherche qui est passionnante et qui va être publiée, qui a déjà été en partie publiée, mais dont vous aurez d'autres nouvelles bientôt. Donc je vais vous présenter la matinée. Nous avons une première intervention à l'instant là, juste après d'Anne-Caroline, donc Klaus Verdreau et Paul Louveil-Dubuc de l'Espace éthique Île-de-France, que je vais présenter succinctement. Hein. Donc Anne-Caroline, elle est médecin de santé publique, elle est là, voilà. Médecin de santé publique, elle est responsable de l'Observatoire des pratiques éthiques à l'Espace éthique Île-de-France. Et Paul Louveil-Dubuc est chercheur au sein de l'Espace éthique Île-de-France. Il est responsable du pôle recherche. Il est également membre de l'équipe de recherche INSERM Paris-Saclay, éthique et épistémologie, recherche en éthique et en épistémologie. Ils ont mené une enquête tous les deux pendant plusieurs mois, je crois même presque plus d'un an, auprès des soignants, avec 38 soignants qui ont été enquêtés, 38 professionnels du soin, et donc ils vont ce matin nous présenter les résultats. Donc je les accueille pour cette première intervention. Sur le programme, vous avez des bugs d'horaire, vous avez dû remarquer. Non, mais voilà, vous ne faites pas attention, hein, on va suivre le programme, on l'a dans la tête, mais il y a eu un peu des bugs dans les horaires. On fera une deuxième intervention ensuite dans la matinée avec Alain Letourneau que je présenterai ensuite. Et nous ferons une petite pause café qui est arrivée avec les croissants et tout. Donc c'est la première bonne nouvelle de la matinée. Voilà. Et je laisse la parole à Paul Louveil.